Lorsque Napoléon remonte sur son trône en mars 1815, au retour de l'île d'Elbe, les Alliés sont réunis en congrès à Vienne pour refaire la carte de l'Europe. Elle n'est pas encore refaite, c'est la raison pour laquelle ici on n'a pas représenté les frontières. Sauf les frontières de la France, déjà fixées au traité de Paris de mai 1814, au lendemain de la première abdication de Napoléon. Après ce traité, évidemment, le grand empire français qui s'étendait depuis Hambourg jusqu'à Rome n'existe plus. Mais la France n'est pas écrasée, la France n'est pas démantelée, et elle retrouve en gros ses frontières de 1792. Alors que Napoléon remonte sur Paris en ralliant les unes après les autres toutes les troupes qui ont été envoyées contre lui, en particulier celles du maréchal Ney, le congrès de Vienne refuse toute négociation avec Napoléon, le met hors la loi et décide la levée d'une armée, chacune des 4 grandes puissances s'engageant à fournir 150 000 hommes, l'Angleterre étant en outre prête à financer une partie de cet effort. Napoléon se trouve donc en net état d'infériorité et, conformément à son habitude, il décide d'attaquer le premier, de jouer de la vitesse pour tenter de battre ses adversaires séparément, les uns après les autres. En juin 1815, 2 armées alliées seulement sont rassemblées sur les frontières de la France en Belgique. Une armée anglo-hollandaise de 90 000 hommes, commandée par Wellington, et une armée prussienne de 120 000 hommes, commandée par Blücher. Les autres armées alliées sont beaucoup trop loin pour pouvoir agir dans l'immédiat. Pour attaquer en Belgique, Napoléon peut rassembler 125 000 hommes. Évidemment, la France pourrait en fournir davantage, mais il faut bien également garder les frontières et aussi surveiller l'Ouest où la chouannerie est en train de se réveiller. Le 15 juin 1815, Napoléon passe à l'attaque et entre en Belgique dans la région de Charleroi. Voyons ce qui s'y passe. Le plan de campagne de Napoléon lui est dicté par le dispositif des Alliés en Belgique. Les Anglo-Hollandais, commandés par Wellington, sont installés entre Bruxelles et Gand, également au sud de Bruxelles, leur dispositif formant un triangle d'une 50aine de kilomètres de côté et rassemblant environ 90 000 hommes. Les Prussiens, commandés par Blücher, sont installés sur la Sambre et la Meuse, entre Charleroi et Liège, sur une centaine de kilomètres, et leur dispositif rassemble environ 120 000 hommes. Lorsqu'on regarde cette carte, on est frappé par la relative dispersion des troupes alliées, et on peut la trouver bien imprudente. En fait, il ne s'agit absolument pas d'une imprudence, mais d'une nécessité logistique. Les troupes de l'époque se déplacent avec leur armement et leurs munitions, ce qui fait déjà beaucoup de bagages et de voitures. Par contre, pour tout le reste, elles vivent sur le pays, et en particulier, elles se nourrissent sur le pays. Le pays n'apprécie pas beaucoup, mais il n'a pas le choix. Et pour nourrir ces énormes masses, ces dizaines de milliers d'hommes et de chevaux, on est bien obligé de les disperser sur un terrain assez vaste et on les concentre, au moins partiellement, au moment de la bataille. Napoléon, nous l'avons dit, entre en Belgique par Charleroi le 15 juin. Et la bataille de Waterloo a lieu le 18 juin, un peu au sud de Bruxelles. Mais en fait, Waterloo n'est que le combat final et aussi l'aboutissement logique d'une seule et même bataille qui se déroule du 15 au 18 juin et qu'on appelle campagne de Belgique. C'est donc cette bataille de 4 jours qu'il faut comprendre. Dans la partie d'échecs qui va se jouer au milieu du mois de juin 1815, Napoléon a un coup d'avance. Il connaît assez bien la position des Alliés, en particulier parce que ses espions sont en terrain familier, en Belgique francophone. Par contre, Napoléon a réussi à dissimuler ses mouvements. Il quitte Paris le 12 juin avec son armée, et à ce moment, la frontière est déjà fermée, hermétiquement. Pas un homme, pas une voiture, et donc pas une nouvelle ne peuvent passer.
Le 15 juin au soir, alors qu'il donne un bal à Bruxelles, Wellington apprend que Napoléon, avec une armée déjà concentrée de 120 000 hommes, vient de franchir la frontière et marche sur Charleroi. Précisons que la frontière française est bien là où nous l'avons figurée, et non pas là, comme on le voit sur beaucoup de cartes. Ça, c'est la frontière du deuxième traité de Paris, après Waterloo, lorsqu'on a puni la France en lui enlevant un certain nombre de territoires. Mais si la frontière avait été là en juin 1815, on voit mal comment Napoléon aurait pu arriver jusqu'à Charleroi sans se faire remarquer. Le plan de Napoléon est simple, profiter de la dispersion des Alliés pour battre d'abord les Prussiens puis se retourner contre les Anglais. Il peut aussi espérer que la séparation des deux armées sera favorisée par le souci qu'auront les chefs alliés de préserver leurs lignes de communication et de retraite, les Prussiens vers le Rhin, les Anglais vers les ports de la mer du Nord. Précisons que le génie militaire, ça n'est pas d'avoir ce genre d'idées et de manœuvres, idées qui sont après tout très simples et aussi vieilles que la guerre. Le génie, c'est d'être capable de réaliser ces manœuvres sur le terrain, ce qui demande des qualités qui s'appellent l'audace, le sang-froid et le coup d'œil. En somme, ce que veut Napoléon, c'est en misant sur son génie militaire et sur la qualité de son armée, refaire un de ces miracles militaires qui ont stupéfié l'Europe depuis la campagne d'Italie. Toute la question est de savoir si cela est encore possible en 1815, presque 20 ans après la campagne d'Italie.